Bonjour, bienvenue dans ce nouveau numéro de Présidentiel Hebdo, en compagnie de Mickaël Zamez. Bonjour Mickaël. Bonjour. Dans l'actualité cette semaine, il y a bien sûr ces électeurs très courtisés, les 17,9% qui ont voté au premier tour pour Marine Le Pen. Nicolas Sarkozy et François Hollande ont sillonné cette semaine les terres où l'on va beaucoup voter Front National. Marine Le Pen, elle, attend toujours le 1er mai pour donner ses consignes de vote. Le 1er mai, justement, Nicolas Sarkozy en a fait un rendez-vous de campagne. Rassemblement prévu place du Trocadéro pour défendre, je cite, le vrai travail. Formule qui crée bien sûr la polémique à gauche et chez les syndicats. La CGT appelle à voter contre Nicolas Sarkozy. Ambiance garantie mardi prochain. Enfin, nous nous pencherons sur le petit jeu des candidats autour des médias. Nicolas Sarkozy déplore que François Hollande ait refusé sa proposition de 3 débats. Riposte de François Hollande, une conférence de presse façon président de la République. Je vous présente à présent nos invités, 2 spécialistes de la vie politique pour commenter cet entre-deux tours. Roland Quérol, bonjour. Politologue, vous connaissez très bien sur les chaînes parlementaires, comme vous commentez l'ensemble des grands directs avec nous. Et Brice Teinturier, bonjour, spécialiste des sondages. Vous êtes directeur général délégué de l'Institut Ipsos. Première question, Brice Teinturier. Vous, en conformité avec les résultats du premier tour, est-ce que vos sondages avaient prédit ces résultats ? Les préélectoraux, ils ont plutôt globalement bien fonctionné, avec malgré tout des écarts de 2 points environ pour les candidats. Mais si vous prenez très simplement notre dernière enquête, elle donne les 2 qualifiés évidemment. Elle donne également François Hollande à 29% devant Nicolas Sarkozy. Elle donne également qui est en 3e position, et c'était pas évident. Marine Le Pen à 16% et Jean-Luc Mélenchon à 14%. Et puis François Bayrou donc entre 9 et 10%. Ce que nous avons, c'est, une fois qu'on a dit ça, c'est la partie qui a bien marché. Ce que nous avons, c'est donc des ajustements, et je n'ai cessé d'insister et d'écrire là-dessus durant la dernière semaine. Mais Marine Le Pen n'est pas à 16 dans les préélectoraux, elle finit à 18. Et puis Jean-Luc Mélenchon, surtout, passe de 14 à 11. Donc les principales indications étaient présentes. La porosité dans les familles, on a cessé d'y insister. Et on donne quand même les 5 dans le bon ordre. La difficulté qui était prévisible, que vous avez prévue, c'était de quantifier l'électorat de Marine Le Pen. C'est ce que vous disiez. Oui, mais pas seulement de Marine Le Pen. C'est-à-dire qu'effectivement, moi je n'ai cessé d'insister, parce qu'on avait notre panel qui nous permettait de bien le voir, sur le fait qu'il y avait beaucoup de porosité à l'intérieur des blocs, beaucoup d'hésitation encore entre des seconds choix, et qu'il pouvait donc y avoir, sur les ajustements de la photo finale, des ajustements, je n'ai cessé encore une fois de le dire, qui pouvaient même être forts. Pas de bouleversement, mais des ajustements forts, oui, nous n'avons cessé de le dire. Roland Quérol, c'est toujours très compliqué de quantifier, de calculer l'électorat du Front National. C'est toujours très compliqué de faire des sondages parce que l'opinion est mouvante en période préélectorale et qu'on est dans un pays où tous les électeurs n'avouent pas réellement leur vote. Les sondeurs sont dans l'obligation de redresser les résultats plus que la moyenne des pays européens ou américains. Cela dit, vraiment, ces polémiques sur les sondages, qui d'ailleurs n'existent à ce point qu'en France, à chaque élection, y compris quand les sondages sont bons. Et cette fois-ci, c'était le cas. Les sondages étaient bons. Alors après, dans le petit monde des sondages, il y en a qui pensent et qui d'ailleurs c'est vrai, qui ont un peu mieux réussi que d'autres. C'est aussi un peu le hasard des enquêtes, souvent. Mais l'ensemble des sondages a bien fonctionné. Et franchement, moi, j'avais pendant cette campagne plusieurs fois donné le conseil à ceux qui les suivent de faire la moyenne des instituts, parce qu'il y a toujours des possibilités d'un biais d'enquête ici ou là. Moi, en faisant cette moyenne, j'ai absolument eu les bons résultats et je pense qu'on a pu suivre la campagne en sachant ce qui se passait. Imaginez, on n'aurait pas su ce qui se passait dans cette campagne. L'échappée de Mélenchon, la montée puis la descente de Bayrou, le match en tête de Sarko et Hollande. C'est ça qui a permis en effet aux électeurs de savoir ce qui se passait et de mieux arrêter leur vote. Alors, cette période d'entre-deux tours est donc marquée par la chasse aux voix du Front National. Nicolas Sarkozy, en déplacement à Longjumeau sur les terres de sa porte-parole, l'a dit très clairement. Il faut comprendre le vote du Front National. On l'écoute. La République a reconnu sa candidature comme légitime dans le cadre des institutions de la République. Je dénie donc le droit de faire la leçon de morale à ceux qui ont porté leur suffrage sur une candidate qui avait le droit de se présenter.
Roland Quérol, Nicolas Sarkozy n'a pas d'autre choix. Il doit aller sur les terres du Front National, ou en tout cas parler aux électeurs du Front National. Ah, il a tout à fait un autre choix. Il aurait le choix, au contraire, de ne pas le faire. C'est un vrai Mais s'il veut choix gagner politique. Et s'il veut gagner, il ne devrait pas faire ça, à mon avis. Écoutez, je peux vous me donner une minute d'arithmétique? Bien sûr, après on passera la parole à Brice Teinturier sur cette question. S'il fait l'ensemble de ses voix du premier tour, 27-2, qu'il ajoute 100% de Dupont-Aignan, ça le fait monter à 29. S'il fait 80% des reports de Marine Le Pen, ça lui ferait 14,3 de plus, il serait à 43,3. S'il ajoute à ça les 2/3 de Bayrou, il est à 49,3, ça fait toujours pas le compte. C'est dire que s'adresser essentiellement, voire uniquement à l'électorat de Marine Le Pen, c'est une erreur. Stratégiquement, il est au moins aussi important pour lui d'avoir les centristes. Et puisque tout ça ne suffit pas, il faut en plus qu'il aille chercher des abstentionnistes du premier tour ou des électeurs d'autres candidats. Donc faire une campagne qui soit exclusivement centrée sur le Front National, s'il continue ça jusqu'à la fin du second tour, il va dans le mur. C'est une stratégie défaite, vous pensez, Brice Teinturier? Oui, non, moi je suis globalement d'accord avec ce que Roland Quérol vient de dire. C'est d'ailleurs un problème qui ne date pas de l'entre-deux tours. C'est quelque chose qui remonte beaucoup plus en amont. Moi je pense que c'est un scrutin qui vient de très loin, qui s'est joué sur beaucoup de dimensions il y a très longtemps. Mais le positionnement du candidat Nicolas Sarkozy, même si on comprend pourquoi il est obligé d'aller chercher des voix du Front National, Roland vient de le dire, il ne peut pas se contenter d'améliorer les reports du Front National. Mais il devrait la faire où, cette campagne, alors? Parce que c'est compliqué, s'adresser à la voix aux électeurs du Front National, aux centristes, aux indécis, la parole n'est pas très cohérente. Là, il est dans le grand écart. Il est obligé d'essayer de faire progresser substantiellement les reports du Front National, les reports de François Bayrou, et puis éventuellement des abstentionnistes, alors même que le premier tour a été plutôt participationniste. La difficulté, c'est la cohérence. Et du coup, il n'est pas certain d'améliorer ces reports du Front National. Et il y a effectivement une interrogation sur ce que ça peut faire. Les électeurs du Front National, à partir de quel pourcentage peuvent-ils aller voter pour Nicolas Sarkozy? C'est quantifiable? Ce qu'on peut quantifier, mais c'est ce que Roland Quérol vient de faire, c'est combien il faudrait avoir de reports. 80%, c'est ce qu'a dit. En gros, il faudrait qu'il ait à peu près 80% des reports, non seulement du Front National, mais des électeurs de François Bayrou. Vous dites il faudrait, mais aujourd'hui, les électeurs du Front National, le disent-ils? On n'en est pas du tout là. On est entre 50 et 60% des électeurs du Front National qui nous disent qu'ils voteront pour Nicolas Sarkozy. Et on est, s'agissant de François Bayrou, sur, en gros, un tiers en tous les cas. Et un tiers dans l'abstention, c'est équilibré en tous les cas entre François Hollande et Nicolas Sarkozy. Et est-ce que ce chiffre peut augmenter avec cette semaine que vient de passer Nicolas Sarkozy? On a vu par exemple la présomption de légitime défense pour les policiers, les rappels à tout va du thème de l'immigration. Est-ce que vous pensez que ça peut convaincre ces électeurs du Front National? Mais peut-être une partie. Moi, je pense qu'il peut éventuellement améliorer les reports qu'il a. On était à 50% environ, on est monté à 60%. Là, il semblerait que ça redescende un petit peu. Mais il peut probablement améliorer les reports. Ce n'est pas ça la véritable question. La véritable question, c'est jusqu'où doit-il aller et du coup, quel type de campagne doit-il faire? Roland Quérol, on dit souvent qu'une campagne se gagne au centre. Cette fois, c'est pas du tout le cas. C'est absolument le cas. Ah, si, oui. C'est absolument le cas. Encore une fois, les électeurs décisifs, c'est les électeurs centristes. La droite, à laquelle vous pourriez additionner l'extrême droite, et la gauche tout entière ne fait pas 50%. C'est au centre qu'on fera la décision. Ce qui est d'ailleurs un paradoxe pour François Bayrou. Il prend, lui, une claque à titre personnel, de François Bayrou. Mais ce sont ses électeurs qui vont jouer le rôle stratégique, qui vont faire pencher le plateau de la balance. Et c'est bien comme ça qu'aujourd'hui, dans les sondages, François Hollande est en position de l'emporter. On peut le dire autrement, parce que moi je suis effectivement convaincu que c'est un enjeu de positionnement qui aurait dû être réglé en 2008 et en 2009, et qu'ici est la conséquence d'un mauvais positionnement, me semble-t-il, du chef de l'État. Mais pour le dire autrement, la stratégie du Front National de 2007, elle fonctionne indiscutablement. 31 pour Nicolas Sarkozy, 10,6 pour le Front National. Cette stratégie-là, aujourd'hui, à l'issue du premier tour, avant on peut faire toutes les spéculations, vous ne pouvez pas dire que c'est une bonne stratégie. Le Front National est à 18. Alors certains disent « Ah oui, mais si on n'avait pas fait ça, il aurait été encore plus haut. » Pardonnez-moi, mais à ce moment-là, ça veut dire que quels que soient les faits, les tenants de cette thèse ont toujours raison. Quand le Front National est à 16, ils ont raison. Quand il est à 18, ils ont raison. Je crois que ce n'est pas raisonnable et que ça pose la question effectivement d'un positionnement plus au centre droit. Peut-être. Donc en cas de défaite, s'ils sont des mauvais choix, en cas de défaite, il risque d'y avoir un petit règlement de compte au sein de l'UMP, justement. Et en cas de victoire, il aurait à gérer cet électorat encombrant dont il a épousé les thèses.
Alors, on va parler un peu de l'UMP, si vous voulez bien. Cette stratégie de rapprochement avec les électeurs du Front National provoque quelques états d'âme dans les rangs de l'UMP. En témoigne par exemple cette réponse très nette de Chantal Joanneau, sénatrice UMP, quand on lui demande qui elle choisirait entre un socialiste et un Front National. Réponse qui n'a pas plu au sein de l'UMP. On voit tout ça avec Clémentine Malicorne. Ces propos de Chantal Joanneau lundi soir ont mis le feu aux poudres dans les rangs de la majorité. En cas de duel, par exemple, aux législatives, entre un candidat du Front National et du Parti Socialiste, qu'est-ce que vous faites? Ah ben moi, ma position, elle est très très claire. Moi, c'est pour les socialistes. D'accord. Voilà. Une déclaration aussitôt recadrée mardi matin à l'Assemblée par le Premier ministre François Fillon lors de la réunion du groupe UMP, la dernière avant le 6 mai. Les propos totalement déplacés et stupides, pour reprendre les propos du Premier ministre de Mme Joanneau, sont effectivement inacceptables. Je veux dire, ce n'est pas le sujet aujourd'hui. Et à la sortie, les députés ne mâchaient pas leurs mots, condamnant unanimement les propos de la sénatrice. Mais on s'en contrefout de cette nana qui est en mal d'existence. Qu'est-ce que vous voulez que ça nous fasse que Chantal Joanneau déconne? Ce n'est pas le problème. Quand on doit tout au président, on se tait, et quand on n'est pas député et qu'on n'est pas élu au suffrage universel, on ne parle pas des élections législatives. Mardi après-midi, c'est Nicolas Sarkozy en personne qui a convoqué ses troupes pour les remobiliser. Et pas question de division. Le message d'aujourd'hui, c'est ne changeons pas, nous sommes en train de gagner. Vous le verrez, vous le voyez, c'est une belle campagne qui recommence. Le mot d'ordre est donné, rester unis et concentrés sur le second tour et surtout ne pas parler des législatives. Roland Quérol, on a entendu parler cette semaine d'implosion possible de l'UMP en cas de défaite. Le mot est trop fort? Évidemment, c'est très compliqué de savoir ce qui va se passer. C'est clair, en tout cas, que toutes les variables permettant de penser à l'implosion sont là. Il y aura eu ce débat stratégique sur comment fallait-il se positionner. Et si ça n'a pas marché, le débat stratégique aura été tranché. Ça veut dire que l'UMP est à la recherche d'une stratégie politique et électorale. Il y a le problème des rivalités personnelles. On sait bien qu'entre M. Fillon, M. Copé et les autres, il va y avoir match au sommet. Et puis il y a le fait que chaque fois qu'on a eu un échec cuisant, il faut bien se poser les questions de l'avenir. Et comme on a cette recomposition du paysage électoral avec cette Marine Le Pen qui pèse pour 17,9, comment ne pas imaginer qu'un UMP électoralement à terre serait en effet dans le trouble? On pourrait imaginer une droite populaire, par exemple, qui irait rejoindre le Front National? C'est envisageable avec une droite sociale qui se recentrerait plus sur l'UMP? D'abord, on ne sait pas très bien. Puis moi, je pense quand même que ça dépend beaucoup d'une variable fondamentale. Est-ce que Nicolas Sarkozy l'emporte ou pas? Ce n'est pas tout à fait la même chose dans la recomposition éventuelle de la droite. Et puis, s'il ne l'emporte pas, quelle est l'ampleur de cette éventuelle défaite? Et qu'est-ce qui se passe pour les législatives? Parce que si vous faites simplement comme ça sur le papier, en fonction de la présidentielle, une projection, certes vous avez du Front National qui potentiellement est dans un nombre très important de circonscriptions, mais ce n'est pas exact. Ça tient compte, il faut tenir compte de l'abstention. Pour les législatives, il faut obtenir 12,5% des inscrits. Donc on ne peut pas projeter comme ça brutalement le résultat de la présidentielle. Et ça va peser. Cela étant, une fois qu'on a dit ça, oui, incontestablement, il y a bien l'émergence d'une droite à travers Marine Le Pen à un niveau élevé. Et je pense que ça va créer des tensions et que ça met le doigt sur le fait que la droite actuelle n'est pas unie idéologiquement, qu'il y a réellement des clivages, des familles de droite qui ne sont pas les mêmes. Alors je vous pose la question à tous les deux, peut-être Brice Saint-Thurier va nous répondre d'abord sur ce sondage. 64% des électeurs de l'UMP prêts à faire un accord entre l'UMP et le Front National. Est-ce que là on n'est pas en train de voir les digues en train de sauter? Écoutez, c'est un sondage d'un de mes confrères que je n'ai pas vu dans son intégralité, mais oui, j'ai entendu. Ce qui est vrai, c'est que traditionnellement, on avait plutôt un tiers. On avait plutôt un tiers des sympathisants UMP qui étaient favorables à des accords. Donc là, progressivement, et en période de radicalisation des opinions, on est dans un entre-deux-tours, on voit bien que l'UMP, qu'une partie de plus en plus importante des électeurs Nicolas Sarkozy, mais aussi parce que peut-être lui-même est dans cette logique de cheminement, tout en maintenant et en soulignant qu'il n'est pas question de faire des accords. C'est-à-dire qu'attention, la position de Nicolas Sarkozy, ce n'est pas celle-là. Il a réaffirmé très clairement qu'il était opposé à des accords. Mais qu'il y a une pression de l'électorat. Oui, mais Roland Quérol, on parle bien des électeurs, et là on voit qu'il y a quelque chose qui est en train de changer aussi chez les électeurs. Ou est-ce que c'est la peur de perdre? Les électeurs, on les interroge à un moment où la seule façon pour Nicolas Sarkozy d'espérer l'emporter, c'est d'avoir notamment avec lui les électeurs du Front National. Et on leur dit, est-ce que vous pensez que ça serait bien
qu'il y ait une alliance entre les deux. Ils ne peuvent d'une certaine façon que répondre oui. Ils ne sont pas dans une période calme, tranquille, où il y aurait un débat, où il y aurait plein de gens de la direction de l'UMP qui leur expliqueraient pourquoi ça n'est pas possible. Ils sont là dans une espèce de logique d'efficacité. Je suis sûr que le sondage est correctement fait, mais il est fait à un moment où il y a le feu au lac, quoi, et les gens, ils sont un peu contraints de répondre ça. C'est un moment de radicalisation des opinions. C'est un moment où vous êtes un électeur de Nicolas Sarkozy du premier tour. Vous avez parfaitement compris que s'il n'y a pas un apport d'électeurs du Front National, vous avez perdu. Donc c'est tout à fait cohérent qu'on ait cette évolution. Traditionnellement, encore une fois, en période, on va dire, calme, on était plutôt à un tiers. Donc il faut tenir compte de ce moment. Juste des députés Front National à l'Assemblée en juin, ça vous semble parfaitement possible ? Oui, mais la question, c'est le nombre. Et donc, encore une fois, ça relève des autres variables. Moi, je préfère quand même d'abord qu'on voit la présidentielle, et ensuite, en raison de ce que je vous disais, l'abstention, le niveau de l'abstention, les projections sont difficiles. C'est pas qu'elles sont d'une part difficiles, mais surtout, vous n'aurez absolument pas un nombre extrêmement important de députés Front National. Je ne sais pas combien il peut y en avoir, mais il faut retenir qu'il faut obtenir 12,5% des inscrits. Voilà, Roland Carroll, vous dites très peu, vous aussi. Oui, rappelez-vous, il y a 5 ans, les mêmes journaux qui ont compté 353 circonscriptions aujourd'hui, dans lesquelles Marine Le Pen dépasse 12,5% des inscrits, les mêmes journaux nous annonçaient 350 circonscriptions dans lesquelles il y aurait des triangulaires. C'était d'ailleurs les mêmes circonscriptions. Il y en a eu finalement une cinquantaine. Voilà, ça sera probablement quelque chose de cet ordre-là, et ça ne veut pas dire pour autant que ça assure des députés, parce que l'UMP a garanti le maintien de ses propres candidats là où elle le pourrait. Ça veut dire que s'il y en a une poignée de députés, c'est déjà pas mal. On va parler encore une fois du Front National, mais sur les 6 400 000 électeurs qui ont voté Marine Le Pen, une partie vient de la gauche. C'est en tout cas ce qu'a fait valoir François Hollande. Le candidat socialiste s'est rendu dans l'Aisne où Marine Le Pen est arrivée en 2e position, juste derrière lui. Lui aussi veut parler à ses électeurs. On l'écoute. C'est des votes de souffrance. Et je dois être attentif à ces votes-là. Maintenant, je suis le candidat de la gauche. Je ne vais pas mettre mon drapeau dans ma poche. Chacun sait que je suis socialiste, que je suis de gauche. Mais j'ai un devoir pour devenir le prochain président, c'est de rassembler. Brice Teinturier, peut-on quantifier réellement le nombre d'électeurs du Front National qui vient de la gauche ? En tous les cas, le phénomène n'est pas nouveau. Il y a depuis très longtemps, pratiquement depuis l'origine du Front National, ce que Pascal Perrineau avait appelé à une époque le gaucho-lepénisme, et des électeurs donc qui viennent idéologiquement plutôt de la gauche. On le reconstate à nouveau dans les reports. On a en gros 18% d'électeurs de Marine Le Pen, 18, 20%, parfois un peu moins, parfois un peu plus, qui nous disent qu'ils veulent voter au second tour pour François Hollande. Donc l'existence d'un pôle à l'intérieur du Front National d'électeurs venant de la gauche, c'est une évidence. Donc François Hollande a raison d'aller parler aux électeurs qui ont voté Front National ? Ah ben évidemment, il y a quoi ? Il y a un tiers d'électeurs de Marine Le Pen qui viennent de la gauche. Et c'est géographiquement très sensible, c'est-à-dire que vous aurez de mauvais reports au second tour de Marine Le Pen sur Nicolas Sarkozy dans le sud-est. C'est un genre d'électorat qui a toujours voté à droite et qui s'est radicalisé, qui peut revenir dans sa famille d'origine. Alors que dans le nord et dans l'est, dans le bassin minier par exemple, c'est clair que c'est des gens qui sont passés directement de la gauche au Front National, qui n'ont jamais aimé la droite conservatrice. Ils ont toujours été contre. Donc cela, c'est un gisement possible pour le vote Hollande au second tour. Alors on a vu que l'UMP a très mal pris cette phrase de François Hollande. On a vu la une de Libération cette semaine, à moi de convaincre les électeurs du Front National. Nicolas Sarkozy a embrayé immédiatement en disant « Vous vous rendez compte, si cette une était avec moi, comme les médias me seraient tombés dessus ». Est-ce qu'on peut dire, on va parler un peu de la presse, qu'il y a un traitement, comme le dit Nicolas Sarkozy, un petit peu plus indulgent quand il s'agit de François Hollande ? Écoutez, je ne sais pas honnêtement, moi j'essaie de mesurer des éléments d'opinion, il peut y avoir des tonalités, mais il y a à l'évidence des médias qui sont plus engagés derrière tel ou tel, et je crois beaucoup de médias aussi qui essayent de bien faire leur travail et d'informer. Ensuite vous avez des tonalités effectivement. Et puis quoi, on sait que la gauche ne fera jamais alliance avec le Front National. C'est absolument en dehors de son univers. Donc les petits efforts électoraux pour récupérer quelques voix, c'était étudié comme tel. Alors qu'il y a un vrai doute sur l'UMP. On pose ces questions à leurs électeurs de l'Alliance. Il y a eu tout de même des moments, les élections régionales de 98, où on avait eu des alliances en bonne et due forme dans 3 régions de France. Donc voilà, c'est là qu'est
la menace, ou le danger, appelez-la comme vous voulez. Et donc c'est d'une certaine façon normal qu'on soit plus sévère de ce côté-là que de l'autre. Roland Quérol, je vous pose la question différemment. Quand on voit cette une de Libération, à moins de convaincre les électeurs du Front National, est-ce qu'il y a un risque pour François Hollande au deuxième tour, pour que les personnes qui ont voté François Hollande, avec cette une par exemple, se retirent et disent non, finalement, moi je ne veux pas voter pour cette personne qui veut essayer de convaincre les voix du Front National. Mal joué pour Libé, qui est quand même, je crois, plutôt favorable à la candidature de Hollande. Je crois pas. Je crois que dans les élections... Ça peut faire peur ou pas? Non, je crois pas. Je crois que dans les élections, chacun a envie de gagner. Et que les accusations de l'autre sur la façon dont nous, notre camp, on est en train d'essayer de gagner, ça n'a jamais beaucoup marché. En tout cas, on aura beaucoup entendu le mot souffrance cette semaine. Les deux candidats se seront beaucoup appropriés ce mot qui résume l'électorat du Front National. Vote de crise, qu'on sache très bien ce que cela veut dire malgré tout, et puis souffrance des électeurs. On avait fait une grande enquête avec le géographe Christophe Guilly, en reprenant sa classification sur la France périphérique fragilisée, sur la France métropolitaine aisée ou fragilisée, qui nous donne des clés du Front National. On voit bien que c'est à nouveau dans la France périphérique fragile, c'est-à-dire le rural, les petites villes, qu'il y a à nouveau une poussée forte du Front National. Et ça concerne du coup, je crois, l'ensemble des candidats. Quand vous avez un Front National, Marine Le Pen à 18%, il est quand même assez logique que les deux candidats qualifiés pour le second tour veuillent convaincre une partie de ces électeurs. Ça n'a rien en soi d'étonnant ou de scandaleux. La vraie question ensuite, c'est comment? C'est à partir de quel type d'argumentation, en mettant en avant quoi, il cherche à convaincre une partie de ses électeurs. Alors, il y a Marine Le Pen, et puis de l'autre côté, on en a un tout petit peu parlé, il y a François Bayrou. Il attend le lendemain du débat, c'est-à-dire le 3 mai, pour donner d'éventuelles consignes à ses électeurs. Lui non plus ne devrait pas donner de consignes claires. On ne peut pas dire, en tout cas, que la discipline règne dans les rangs du parti ou de ses soutiens. La plupart d'entre eux ont choisi leur camp et l'ont fait savoir. C'est un sujet de Betty Lachguerre. Au Modem, le terrain d'entente est loin d'être trouvé. François Bayrou a décidé de garder le silence. Va-t-il donner sa préférence ou appeler au vote blanc? C'est seulement le 3 mai, au lendemain du débat d'entre-deux tours, qu'il s'exprimera. En attendant, de nombreux cadres ont déjà affiché leur choix. Une quarantaine d'élus se sont prononcés pour le vote socialiste. Je crois qu'une majorité centrale doit se construire pour la France et j'ai toujours dit que je m'opposerais et que je me suis opposé à Nicolas Sarkozy. Je ne vois pas pourquoi je changerais d'avis aujourd'hui. Donc personnellement, moi, je me mettrais en situation d'appeler à voter pour François Hollande. Parmi les figures du centre droit, peu de surprises en perspective. Pour le second tour, j'ai décidé de voter Nicolas Sarkozy. Parce que je considère que François Hollande, son programme, sont installés dans le déni de réalité. D'autres n'expriment pas clairement leur choix. Il y a simplement une chose que je sais et qui est sûre, c'est que je ne voterai pas pour Nicolas Sarkozy. La façon dont, en particulier depuis le soir du premier tour, il a confirmé son marquage très à droite de sa campagne de second tour est pour moi suffisant pour avoir cette position. Selon Marielle de Sarnez, tout ce casse-tête ne semble pas déranger François Bayrou. Au fond, il est normal que les diversités s'expriment au sein de nos rangs. Il y a des sensibilités diverses chez nous, comme il y a des sensibilités diverses chez les électeurs qui ont voté pour François Bayrou. Donc rien de plus naturel. En coulisses, l'ex-candidat recadre ses troupes. Lors du comité stratégique, il leur aurait demandé d'éviter les prises de position. Selon l'Institut de sondage BVA, 36% de l'électorat Bayrou choisirait François Hollande, contre 39% pour Nicolas Sarkozy. Bon, comme d'habitude, ça n'est pas simple au Modem. Roland Quérol, mettons-nous un tout petit peu dans la situation où vous seriez conseiller de François Bayrou. Pour le parti, pour la personnalité même, qu'est-ce que vous lui conseilleriez de faire le 3 mai au lendemain du débat? Je serais bien embêté, je vais vous dire, parce que ce qui est embêtant, c'est qu'il a dit lui-même qu'il dirait quelque chose et qu'il l'a redit dimanche dernier en disant qu'il allait prendre ses responsabilités. Tout le monde comprend que prendre ses responsabilités, ça veut dire « moi je voterai pour X ou Y ». Alors je crois qu'il est pris dans la nasse que nous venons de voir dans votre document, c'est-à-dire qu'à la fois il a des électeurs qui sont divisés, il a des soutiens élus qui sont divisés. Grosso modo, les petits élus sont pour Hollande et les grands élus parlementaires sont plutôt pour Sarkozy. Or, il aura besoin de tout ça, de tous ces gens-là, s'il veut peser ensuite dans la fameuse recomposition du centre, de la droite, du centre-gauche. Voilà. Et donc, il ne peut pas choquer profondément l'un ou l'autre. Donc, je crois en tout cas que la façon dont il va se prononcer doit être une façon qui respecte ces différentes sensibilités. Et il peut dire quoi ?
Il peut dire par exemple que c'est très mal ce que dit Sarkozy sur l'immigration, sur la sécurité, cette façon d'enfourcher les valeurs du Front National, que c'est très mal que François Hollande ne veuille pas respecter immédiatement la règle d'or budgétaire, et que donc dans ces conditions, chacun est appelé à réfléchir avant de voter, et que lui-même il irait plutôt peut-être pour le moment dans ce sens-là. Voilà. Ça peut être un conseil. Brice Teinturier, l'électorat de François Bayrou, il est très divisé aussi. Il est très partagé, on le sait. Un tiers. Voilà. Donc la difficulté de François Bayrou et sa cohérence, c'est que depuis le début, il essaye de dépasser ce clivage. La difficulté, c'est que ça l'a plutôt ramené au score d'aujourd'hui. Donc je crois que sa cohérence, ça serait de continuer à dire quelque part qu'aucun des deux candidats, pour des raisons différentes, ce qu'il a déjà commencé à faire, n'est satisfaisant à ses yeux. Alors peut-être qu'in fine, il y aura une inclination en faveur de l'un ou l'autre, mais la cohérence de tout ce qu'il a construit et de ce qu'il a fait, quel que soit le niveau d'atterrissage, c'est quand même de dire que ce choix-là n'est satisfaisant ni en faveur de l'un ni en faveur de l'autre, et puis ensuite de partir dans l'avenir et la tentative de reconstruction d'autre chose. Ça c'est pour le cinquième homme, parlons peut-être du quatrième, Jean-Luc Mélenchon. Il a un peu disparu de la circulation cette semaine. Pourquoi selon vous, Roland Carroll? Vous savez, il n'y a pas de suspense. Il a dit dès dimanche soir qu'il fallait voter Hollande, voter contre Sarkozy, et donc il n'arrête pas. Et d'une certaine façon, il disparaît parce qu'il n'y a pas de négociation. Il pèse pas donc sur le programme de Hollande, il pèse pas sur quoi que ce soit. Donc évidemment, on comprend que les grands médias, ils n'aient pas envie de savoir ce que fait Mélenchon tous les jours. Lui-même ne s'affichera pas aux côtés de François Hollande dans un meeting comme peut le faire par exemple Eva Joly. C'est l'intérêt de personne. Mélenchon n'a pas intérêt à se lier les mains avec ce qui sera un gouvernement de gauche à l'égard duquel il veut pouvoir être libre demain. Et Hollande, qui a intérêt plutôt à faire voter les électeurs centristes, n'a pas intérêt non plus à s'afficher avec quelqu'un qui a symbolisé la gauche et le Parti communiste. Votre opinion, Brice Teinturier, sur Jean-Luc Mélenchon? Son relatif effacement là, de la séquence est la résultante directe de son niveau obtenu, du niveau de François Hollande. François Hollande est dominant à l'intérieur du bloc de gauche. Il est à 28,6, Jean-Luc Mélenchon à 11,1. Les choses eussent été différentes si on avait eu plutôt 25 pour François Hollande ou 26 et 14 ou 15 pour Jean-Luc Mélenchon. C'est la conséquence directe du score qui fait que provisoirement, effectivement, parce que ça reviendra après, Jean-Luc Mélenchon n'a pas un espace d'expression. François Hollande peut dire qu'il n'est otage, puisque l'expression avait été prononcée de personnes. Et on est dans un jeu qui est réglé depuis maintenant quelques semaines par, encore une fois, et on est absolument sûr que ce report de voix va se faire automatiquement? C'est une des questions, parce que quand vous m'interrogiez tout à l'heure sur les reports du Front National, moi je suis quand même prudent parce que on est effectivement sur des reports du Front National qui devraient être d'environ 80% pour Nicolas Sarkozy et pareil pour Bayrou. Mais avec une hypothèse qui est que les reports de Jean-Luc Mélenchon seraient plutôt de l'ordre de 83%. C'est un système qui fait un tout. Si les reports de Jean-Luc Mélenchon sont un peu moins bons, eh bien Nicolas Sarkozy a un peu moins besoin d'avoir des reports aussi élevés de François Bayrou ou un savant dosage. C'est un système global. Il y a une irrationalité parfois tout à fait surprenante, ou du moins une rationalité différente de la nôtre. Quand vous voyez dans les sondages, il n'y a jamais 100% de gens qui se reportent sur le même candidat. Il y a souvent 1%, 1% de gens qui ont voté Hollande qui vont voter Sarkozy et le contraire. Donc voilà, il faut se méfier jusqu'au dernier moment de ces petits mouvements browniens d'électorat qui font des voix. C'est pour ça qu'il faut tenir compte aussi, effectivement, de la dégradation ou pas des reports constatés jusqu'à maintenant de l'électorat de Jean-Luc Mélenchon. La seule chose qu'on puisse dire avec certitude, c'est que comme il pèse 11% et pas 14 ou 15, eh bien l'enjeu et l'effet est un peu moins important. Brice Teinturier, vous aviez dit que l'abstention serait pas très forte, justement, pour ce premier tour, par rapport à d'autres instituts de sondage. Pour ce deuxième tour, votre pronostic? On est plutôt dans une logique où il y a de l'enjeu, avec une dramatisation comme au premier tour. Maintenant, ce que nous ignorons, c'est le nombre d'électeurs du premier tour qui vont aller se déplacer ou qui vont voter blanc et nul. Parce qu'on a un peu oublié qu'en 2007 déjà, quand vous prenez les résultats avec les blancs et nuls, vous avez près de 800 000 électeurs, en réalité de moins en vote exprimé. Et donc ici, on pourrait avoir des mouvements qui seraient très fortement marqués aussi par cette dimension de blanc et nul. Mais vous pensez qu'on va voter plus ou moins qu'au premier tour? Sur l'abstention elle-même, à ce stade, je n'en sais rien. L'indicateur, on va être sur le terrain en ce moment, et je ne ferai pas là, aujourd'hui, de projection sur l'abstention. Alors, dans cette campagne, d'ici un dimanche, on y compte bien. On avait dit qu'il y aurait de la mobilisation, il y en a eu, c'est un mauvais procès qu'on fait là. On le fait même, je vais le dire, y compris à l'égard d'un de mes confrères, qui effectivement, à un moment donné, a donné une abstention à 32%. Moi, j'avais tout de suite dit non, pas du tout, mais
qui a rectifié ensuite. On a un peu tendance à l'oublier. Quasiment tous les sondeurs ont dit qu'il y avait des logiques de mobilisation dans cette élection. Donc venir dire les sondeurs se sont trompés, nous avaient annoncé une abstention extrêmement importante, c'est tout simplement inexact. Alors dans cette campagne, il va y avoir une journée importante et symbolique. La semaine prochaine, bien sûr, c'est la fête du travail, le 1er mai. Nicolas Sarkozy a annoncé qu'il ferait ce jour-là un rassemblement au Champ de Mars. Il l'a annoncé en fait dès le lendemain du premier tour devant son QG de campagne. On l'écoute. 1er mai, nous allons organiser la fête du travail. Mais la fête du travail, du vrai travail, de ceux qui travaillent dur, qui sont exposés, qui souffrent et qui ne veulent plus que quand on ne travaille pas, on puisse gagner plus que quand on travaille. Ça voudrait dire qu'il y aurait un faux travail en France? Qu'il y aurait finalement une opposition à organiser ce jour-là, le 1er mai, entre les travailleurs eux-mêmes, ou entre les travailleurs et les chômeurs, ou entre les travailleurs et les assistés? Non. S'il y a eu la fête du travail qui a été instituée au 19e siècle, c'est parce qu'il y a eu des hommes et des femmes qui voulaient se réunir. Alors Nicolas Sarkozy a depuis rectifié le tir. Il a dit jeudi qu'il voulait parler d'une vraie fête du travail et non pas du vrai travail. On l'a entendu en boucle, hein, ce petit son, ce petit bout de son. Roland Quérol, est-ce que c'était une erreur? Oui, je crois qu'en toute hypothèse, sur tous les sujets, Nicolas Sarkozy a probablement poussé trop loin la volonté de recherche du clivage, de la dénonciation des autres, d'une espèce de façon de mettre à l'écart de ce qu'il estime, lui, être la vraie France, la majorité silencieuse, tous ces gens-là. Et je pense qu'on attend d'un candidat présidentiel, a fortiori de second tour, un peu plus de vertu de rassemblement. Et c'est un peu surprenant. Que François Hollande a beaucoup utilisé voilà, cette et semaine. c'est un petit peu surprenant, justement, que ce soit le candidat président sortant qui laisse au candidat de la gauche le thème du rassemblement. Là aussi, c'est peut-être pour faire du clivage. Oui, écoutez, moi, ma thèse depuis des mois et des mois, c'est qu'il y a un désir d'apaisement dans ce pays. Et d'ailleurs, quand vous regardez, ce qu'on a beaucoup parlé du niveau du Front National, 18%, bien sûr que c'est très élevé. En 2002, si vous rajoutez Bruno Maigret, qu'on a un peu tendance à oublier, c'était encore plus élevé. Alors certes, l'abstention aussi était plus élevée. Mais si vous additionnez même l'extrême gauche et l'extrême droite aujourd'hui, ou prenons les choses autrement, le vote en faveur de Nicolas Sarkozy, de François Bayrou, de François Hollande, vous êtes plutôt dans une demande, je crois, globale de gouvernance et d'apaisement. Et effectivement, je crois que Nicolas Sarkozy a peut-être trop mis l'accent sur du clivage dans un système où, en raison de la crise, on voulait de l'apaisement. Et ça, Roland Quérol, il peut le payer dans les urnes, ce clivage entre les Français, ce clivage entre les travailleurs? Il le paye dans les sondages pour le moment. Pour et si les sondages sont aussi bons au second tour qu'au premier, on a l'impression qu'il est dans une, stratégie qui ne donne pas de bons résultats. Il s'en prend à l'assistanat, au syndicat? Il s'en prend bien plus que ça. Il s'en prend à la justice. Il s'en est même pris à la Cour des comptes, dirigée par un député socialiste qu'il a nommé lui-même. Non, il a vraiment cherché dans chacun de ses discours. Vous l'avez bien vu dans ses meetings, vous l'avez vu dans ses allocutions à la télévisée. Il y a chaque fois s'inviter dans la fête du travail, c'est une maladresse. Un parti qui s'invite dans la fête du travail, généralement dédié aux syndicats, c'est une erreur. Mais la critique de l'assistanat, le terme n'est pas de moi, est quelque chose qui résonne dans l'opinion. Ce n'est pas tout à fait la même chose que d'opposer le vrai travail ou le faux travail, ou de parler, ce qui, en termes d'opinion, est exact, d'une partie des Français qui considèrent qu'il y en a d'autres qui, finalement, à travers les revenus des sociaux... ça, c'est un thème qui peut s'avérer payant. C'est en tous les cas quelque chose qui existe et qui existe depuis longtemps, mais qui existe depuis longtemps, et y compris au sein d'une partie de la gauche populaire. Et qu'il a beaucoup dit dans ses meetings de premier tour déjà, hein, les profiteurs qui viennent dans notre pays profiter du système de solidarité sociale. C'est là-dessus qu'il était souvent le plus applaudi. Alors pendant ce temps-là, le candidat socialiste lui organisait une conférence de presse pour faire, comme s'il était déjà président de la République, aux allures peut-être de répétition générale, au cas où il serait donc président le 6 mai prochain. Mercredi à Paris, près de la Tour Eiffel, le candidat socialiste a réuni près de 300 journalistes, dont 73 représentants de la presse étrangère. S'il est élu, François Hollande promet de répéter l'exercice tous les 6 mois. Le reportage de Joachim Rob. Un tour des enjeux du monde en près de 2 heures.
Renégociation du traité européen, retrait des soldats français d'Afghanistan, relations avec l'Afrique et l'Asie. La Chine souhaite l'Union européenne d'ouvrir les exportations des technologies de pointe à la Chine. Oui, de l'Europe vers la Chine. Oui. Mais Qu'en pensez-vous de cette proposition? C'est une bonne proposition, il est bien temps. Près de 300 journalistes, dont 73 émissaires de la presse étrangère, ont écouté le finaliste de la course à l'Elysée. La Chine suit de près l'élection présidentielle, comme l'Europe est le plus grand partenaire de la Chine, donc on fait vraiment attention au futur de la France. Préparer le futur et renforcer sa stature présidentielle, loin de la campagne électorale, François Hollande se projette dans l'après-6 mai. Les journalistes de la presse internationale lui posent des questions sur les sujets internationaux en faisant comme s'il était déjà président, mais ça prouve qu'il peut être président et qu'il le sera, j'espère, à partir du 6 mai. François Hollande l'assure, s'il devient président, il tiendra une conférence de presse tous les 6 mois en dehors de l'Elysée. Roland Quérol, je vous ai vu sourire pendant ce reportage. Elle vous a étonné cette conférence de presse aux allures d'entraînement ? Non, c'est une des promesses non tenues des prédécesseurs. Nicolas Sarkozy l'avait promis, il ne l'a pas fait. Tous l'ont promis, tous ont dit on fera des conférences de presse régulières, on est content d'avoir des journalistes et de leur dire voilà, je pourrais compter sur vous. Et puis ils ne l'ont pas fait les uns et les autres. Il n'y a guère que les Américains qui aient une espèce d'institution de la conférence de presse régulière. Ça ne vous choque pas qu'elle ait lieu avant cette élection, si jamais il est élu président, ça vous choque pas? Au contraire, tout à fait normal. Ce qui serait normal, c'est qu'il y en ait aussi après. Brice Stature, il y a un candidat qui fait comme s'il était déjà élu, finalement. Est-ce qu'il n'y a pas un risque, quand même? Je ne sais pas s'il fait comme si, mais en termes de stature présidentielle, Nicolas Sarkozy avait un avantage, et là toujours dans les enquêtes sur François Hollande. Donc ce type de posture vise aussi à rééquilibrer et à donner le sentiment de la part de François Hollande qu'il a cette stature internationale. Et puis, vous l'avez souligné, ce qui est exact, moi je n'ai jamais reçu autant de demandes d'interviews, d'analyses, etc. de la part de la presse étrangère. Donc il y a véritablement, je crois que c'est lié à la crise, il y a beaucoup de choses, mais un intérêt de la presse étrangère pour mieux comprendre les positions aussi bien d'un François Hollande que d'un Nicolas Sarkozy. Et la rencontre des deux, cette recherche de stature présidentielle et demande accrue de la part de l'international, explique également cette conférence de presse. Mais est-ce qu'il y a un intérêt chez les candidats pour la politique étrangère ? Il y a une demande de la part des journalistes étrangers, mais est-ce que nos candidats parlent suffisamment de la politique étrangère dans cette campagne? On a l'impression que c'est la grande absente. C'est ce que l'on dit à chaque élection présidentielle. Alors je ne sais pas moi si c'est trop, pas assez, plus que les fois précédentes. Peut-être que ça intéresse moins les Français. Ce qui est compliqué, c'est que les Français, eux, si vous leur parlez de politique étrangère, ils vous répondent cette campagne ne nous parle pas des vrais enjeux qui nous intéressent, le chômage, le pouvoir d'achat. On a beaucoup parlé d'Europe, etc., peu de politique étrangère au sens large du terme. Ça ne veut pas dire que vous disiez non, les candidats, ceux qui vont en tout cas exercer la fonction l'un ou l'autre. Au contraire, ils adorent ça. Et une fois qu'ils sont présidents, ils adorent encore plus ça, parce que c'est l'une des seules choses où vous n'avez plus d'opposition. Vous faites la politique étrangère du pays, vous êtes la France. Mais c'est absolument vrai. Et donc, ils adorent ça, ils ont le sentiment que c'est là-dessus qu'ils peuvent agir. Mais dans une campagne électorale, ça n'intéresse pas les Français. Et quand on regarde l'importance dans les sondages de la politique étrangère dans la détermination du vote, ça arrive en tout dernier. Ce que l'on peut peut-être dire, c'est que l'articulation entre les enjeux internationaux et européens et les préoccupations très concrètes des Français n'aurait pas ou n'a pas été suffisamment faite. Mais encore une fois, il est compliqué d'arriver à articuler les enjeux sur l'Europe et les demandes immédiates des Français. Alors, on va maintenant parler de ce fameux débat qui aura lieu mercredi prochain. On sait que Nicolas Sarkozy en voulait 3, c'est ce qu'il a proposé le soir du premier tour. Ensuite, il voulait accepter le débat proposé par les grandes radios nationales. Et il en a fait une sorte de gimmick cette semaine. On l'écoute. Je redis mon incompréhension devant le fait que M. Hollande fuit les débats. Si il est trop occupé, je propose qu'on change de date. S'il préfère le matin, l'après-midi, pas de problème. S'il veut le soir, pas de problème. Puis si jeudi, il a une obligation, ben le vendredi. Bon, le week-end, ça ne me gêne pas de travailler. Moi, j'ai jamais cru aux 35 heures. Donc, par conséquent, je suis disponible le week-end. Compte tenu de la multiplicité des sujets internationaux, européens, sociétaux, économiques, sociaux, 2 débats, voire 3 débats, auraient été utiles. Pas pour moi, ou pas pour lui, pour les Français. Pour les 36 ou 40 millions de Français qui vont voter et qui sont en droit d'avoir un choix clair. Je l'ai accepté, les Français doivent le savoir. Comme j'avais accepté la proposition de toutes les radios
que nous puissions nous confronter nos idées, sans aucune agressivité, mais échanger. Alors, jeudi soir, il a même ouvert avec ça son interview. Pourquoi cette insistance, Brice Teintury, à vouloir débattre absolument tous azimuts? Il serait gagnant dans un débat comme ça à répétition? Ça, je ne le sais pas, mais on comprend en revanche pourquoi il insiste pour avoir ces débats. Il a tout à gagner et peu à perdre, puisqu'aujourd'hui, tout simplement, il est le challenger. Ensuite, une des critiques majeures qu'a faite Nicolas Sarkozy depuis le début de cette campagne à l'égard de François Hollande, c'est d'accuser François Hollande de ne pas dire clairement les choses. Donc, il espère manifestement le mettre en difficulté à l'occasion de tels débats. On comprend très bien pourquoi il les réclame. Donc, celui qui a le plus à perdre dans ce débat, c'est François Hollande, Roland Carroll? C'est une pure astuce de communication. Nicolas Sarkozy, il sait comme nous tous qu'il n'y aura qu'un débat. Il le sait depuis toujours. Il avait déjà tenté le coup avant le premier tour, et il retente le coup maintenant. C'est pas pour avoir plusieurs débats. C'est pour dire, regardez, il est dégonflé, il n'ose pas venir en face de moi. Ça n'a aucune espèce d'importance. Mais pour ce débat, qui a le plus à perdre? Pour ce débat, celui débat qui va arriver. C'est celui qui est en tête qui a toujours le plus à perdre, ça va de soi. Quand vous êtes celui qui est le favori de l'opinion, vous avez à perdre. Celui qui est distancé ne peut que gagner. Quel est le risque pour chacun d'entre eux? Que Nicolas Sarkozy soit trop agressif, trop offensif? Oui, c'est probablement ça. D'abord, le risque, il est limité. En général, les partisans de chaque poulain ont le sentiment que leur poulain a gagné. Ça vous confirmez, Brice Teintury, ça n'a pas d'impact sur les intentions de vote? Ça a peu d'impact. Si le résultat du premier tour montre un rapport de force extrêmement serré, et bien évidemment que du coup il peut y avoir plus d'impact dans ce débat. Jusqu'à maintenant, ce qui s'est plutôt produit, c'est que les électeurs vont y puiser de quoi conforter leurs préjugés, leurs opinions préexistantes. Donc ça conforte l'opinion. Tout à fait, ça peut consolider ou ça peut au contraire effriter. Donc il ne faut pas dire que ces débats ne changent rien, c'est inexact. Mais ils ont des effets, jusqu'à maintenant ils ont eu des effets limités, et surtout il faut le mettre en regard des résultats du premier tour et donc de l'avance ou pas de tel ou tel. Depuis le début dans cette campagne, il y a eu une stratégie un peu Bush-Kerry, je crois, de la part de Nicolas Sarkozy. Et effectivement, ce que vient de dire Roland Carroll me paraît tout à fait adapté. L'idée du débat, c'est aussi pour Nicolas Sarkozy de montrer que François Hollande ne serait pas assez solide, ne serait pas assez ceci. Enfin, on a eu ça en filigrane en permanence, qu'il est quelqu'un, et c'est peut-être une des erreurs d'appréciation d'ailleurs, qui ne serait pas suffisamment apte à exercer en temps de crise la fonction présidentielle. Alors peut-être sur deux choses différentes. Nicolas Sarkozy, il pense lui non seulement qu'il est très bon, ça il pense qu'il est très bon, et d'ailleurs il est souvent très bon à la télévision, mais il pense en plus que les journalistes sont pas bons, et qu'ils savent pas aller poser les bonnes questions. Donc il va faire les deux rôles, le rôle du journaliste et du politique. Il faut que ce soit lui qui aille l'attaquer, parce que sans quoi personne n'ose attaquer vraiment Hollande. Je crois qu'il est vraiment persuadé de ça. Il a sous-estimé François Hollande? Oui, clairement. Ouais. Clairement. Il était d'ailleurs persuadé au départ que ce serait Martine Aubry qui serait désignée par les primaires. Il ne croyait pas à la capacité de Hollande, ni d'être le candidat, ni de le battre. Concrètement, sur ce débat, en quelques mots, parce qu'il nous reste à moins d'1 minute pour conclure, Roland Carroll, vous en attendez quoi, vous, à titre personnel? Moi, j'adore les débats. Je trouve que c'est un moment absolument formidable d'exercice de la démocratie, où on est là, où il y a 20 millions de personnes qui, en même temps, communient autour de cet acte suprême de la démocratie qu'est l'élection. C'est ça que j'attends. Je ne vais pas apprendre des choses tout à fait étonnantes. Pas des passes d'armes ou quoi que ce soit. Oui, bien sûr, il y aura les petites phrases préparées vers les communicants. Je ne sais pas qui, cette fois-ci, aura le monopole du cœur. Voilà, on va s'amuser à des choses comme ça. Mais en même temps, c'est un vrai affrontement de deux personnalités, en sachant qu'à la fin, tout de même, les gens vont confier les clés de la maison à l'un des deux pour les 5 ans qui viennent. C'est un moment formidable. Brice Teintury, pour conclure. Moi, je n'ai aucune attente vis-à-vis du débat. Ce qui est intéressant, en revanche, ça sera de voir effectivement le positionnement de l'un ou de l'autre, et ce que cela provoque ou pas dans l'opinion. Mais on peut rater son débat. Ségolène Royal, par exemple, moi, je suis un partisan de la bourde. Je pense qu'effectivement, dans une campagne électorale, ce qui est fondamental, c'est de faire une campagne longue sans faire de bourde. Et vous avez raison sur un point. En 1995, qu'est-ce qu'il se passe? Lionel Jospin, je crois, comprend tout de suite à l'issue du premier tour qu'il a perdu. Et il fait un débat d'entre-deux tours dont on dit qu'il est terne. Sauf qu'il le fait en forgeant déjà une posture de crédibilité possible pour l'après. Ségolène Royal essaye dans le débat de faire autre chose. Elle ne se dit pas qu'elle a perdu, elle essaye de bouger, et du coup c'est plus compliqué. Nous verrons tout cela mercredi prochain. Ce sera retransmis en direct sur les chaînes parlementaires. Messieurs, merci d'avoir été avec nous. Bonne journée, au revoir. Au revoir.